Le drapeau français. Quel a été le parcours de ce drapeau tricolore qui figure dans la Constitution dès l'article 2, qui est l'emblème par excellence d'un pays qui n'a pas d'armoirie? Comment a-t-il fini par être arrimé de si près au quai de la République? Pour tenter de répondre à ces questions, Bernard Richard, bonjour. Bonjour. Auteur chez CNRS Éditions des emblèmes de la République. Alors vous êtes un historien, disciple du grand Maurice Agulon. Vous avez passé d'ailleurs une grande partie de votre carrière à l'étranger dans des alliances françaises ou des instituts culturels à la façade desquels flottait l'étendard tricolore. Voilà, et c'était largement en Amérique latine, dont les emblèmes sont souvent inspirés des emblèmes français. C'est à ce moment-là que je suis rentré en contact avec Maurice Agulon. Il avait sa Marianne en France, et moi j'avais ma Libertad à Buenos Aires. Alors, qui est la petite sœur. Vous êtes devenu un spécialiste ainsi de l'emblématique, et dans l'emblématique, il y a la vexillologie. Vexillologie? Ah, ne vexons pas le public. Chacun sait ce qu'est la vexillologie. Ça vient de vexillum, le drapeau, la bannière en latin. Mais les vexillologues sont seuls à savoir s'auto-désigner, je pense. Hein. Le drapeau, d'ailleurs, le drapeau, on parle du drapeau, on parle de l'étendard, on parle du pavois, on parle de la bannière, on parle du pavillon, on parle des couleurs. Mais de vexillum, aucun terme français n'est en dehors de vexillologie. Dans notre histoire du drapeau tricolore que nous allons tenter maintenant, on va voir que les emblèmes, ils sont issus du désordre, ils sont issus de l'effervescence et d'abord d'une grande période de fabrique emblématique, c'est-à-dire la Révolution française, où avant le drapeau tricolore est apparu la cocarde tricolore. Cocarde, et le terme de cocarde vient de coq d'ailleurs, parce que ce sont la crête du coq ou les plumes de la queue du coq qui ont donné cocarde. Alors c'est quelque chose qui doit être chamarré, fait de plusieurs couleurs, plutôt. Encore qu'il y a des cocardes monocolores. Alors si nous partons de la cocarde française, bon, on l'apprend à l'école primaire, on le mémorise, c'est 17 juillet 89. Et mémorisation avec le film de Robert Enrico, La Révolution française, nous sommes à la date que vous venez de dire, juste après la prise de la Bastille. Louis XVI vient rendre visite à Paris, et le chef de la garde nationale, Lafayette, est là avec lui à l'hôtel de ville. Sire, tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Excellente idée, monsieur de Lafayette. Excellente idée. Si votre majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets. Peut-être, monsieur de Lafayette, vous pourriez l'attacher vous-même. Bon, alors le rôle de Lafayette, peut-être a-t-il été exagéré, c'était un brillant manipulateur de symboles, Lafayette. C'est-à-dire que la création de cette cocarde tricolore, qu'on appellera peu après la cocarde nationale, eh bien, elle est attribuée à Lafayette, par Lafayette dans ses mémoires. Elle est attribuée à Bailly par ce qu'a écrit Bailly, le maire de Paris, qui recevait également le Louis XIV, et d'autres témoins oculaires l'attribuent à Louis XVI. Lui-même. À Louis XVI lui-même. Alors là, dans cet extrait de film là que nous avons vu, bon, visiblement les caméras étaient là sur place et ont tout enregistré, oui. Mais y compris la voix un peu chevrotante de Louis XVI. Mais enfin, cette cocarde, ce qui compte, c'est la légende d'un Lafayette, noble libéral, d'un Bailly, savant libéral, et d'un Louis XVI, père de la patrie à l'époque. Jean-François Balmer interprète ici le père de la patrie. Alors quand il va être renversé, la cocarde tricolore deviendra obligatoire. Il faudra la porter au tricorne ou au bonnet à chaque instant. Mais on n'en est pas encore là. Vous parliez de juillet 89. Voici une énigme de 1790. On aime bien proposer à nos auditeurs des énigmes, surtout quand l'invité peut apporter une première interprétation, ce que vous n'allez pas manquer de faire. Nous sommes ici dans le Jura. C'est une histoire qui a fait les délices du trésor de Jean-Pierre Pernaut. Il s'agit de la résurrection d'un drapeau rouge d'un côté et blanc de l'autre de, je répète, 1790.
Il était là-haut dans le grenier depuis plus de 200 ans, mais qui s'en souvenait? Le drapeau a été trouvé par terre, là, dans cette soupente. Le premier magistrat en parle autour de lui. Cette bannière l'étonne. On aurait pu le jeter à l'occasion des travaux pour faire de la place lors d'un nettoyage, sans savoir la valeur qu'il avait. C'est alors qu'intervient un professionnel de l'art qui confirme la découverte. Il n'y a pas de doute, la forme des lettres néoclassiques, ça correspond à la période révolutionnaire. Cette relique aurait été confectionnée en 1790 par les habitants de Quintigny pour célébrer la prise de la Bastille. Ce bout de tissu rouge et blanc serait le plus vieux drapeau de la Révolution française. On peut aussi le voir comme le premier drapeau de la démocratie. Carrément, les fabricants en 90 fabriquent une relique. Alors il est question de lettres, c'est qu'il y a une inscription sur la face rouge, valeur et bonne foi, et une inscription sur la face blanche, Dieu et patrie. Votre interprétation, docteur, je peux vous traiter de docteur en vexillologie. Oui, non, je ne suis que désagrégé d'histoire. Alors, pardon, le blanc avec Dieu et patrie, bon, ça a l'air très royaliste. On le retrouve, Dieu et patrie, sur certains monuments morts du 19e siècle. C'est une formule, Dieu et patrie, c'est une formule classique. Alors, rouge de l'autre côté, avec valeur et foi. En fait, c'est un drapeau local. Je n'imagine pas que les gens du Jura aient, en 90, pensé à célébrer, à commémorer le 14 juillet. Ils devaient en connaître l'existence, mais le célébrer. Sachez par exemple que le bonnet rouge, ce qu'on appelle le bonnet rouge, eh bien, au début, dans les années 89-90, il n'était pas automatiquement rouge. Il était aussi parfois vert, parfois bleu, parfois blanc. Alors le drapeau, non, c'est un étendard. Quand la cocarde tricolore passe sur le drapeau, on peut dire que le drapeau flotte. C'est-à-dire que la situation est évolutive pendant de longues années. Pendant de longues années. De toute façon, dans la cocarde bleu-blanc-rouge, est-ce qu'on va mettre au centre le bleu, le blanc ou le rouge? C'est extrêmement varié. Et dans le drapeau lui-même, jusqu'en 1812, il y a eu des hésitations sur est-ce qu'on va mettre le rouge près de la hampe ou le bleu près de la hampe. En 90, on le mettait près de la hampe. Ensuite, en 94, on met le bleu près de la hampe. Il n'y avait pas un drapeau unique, uniforme. On avait beau être jacobin, eh bien, on pouvait se présenter les trois couleurs nationales de façon variée, quoi. La forme se fixe apparemment définitivement à la fin de l'Empire. Pas de chance, c'est le moment du retour du drapeau blanc, puisque avec la Restauration revient la couleur blanche du roi. Encore que le roi n'a pas toujours arboré des couleurs blanches. Ah oui, mais alors ça c'est, disons, c'est la couleur, on le dit toujours depuis le XVIe siècle, c'est la couleur, du début du XVIIe, la couleur que prend le fanion quand le roi est aux armées, ou quand son représentant est aux armées. Le blanc est lié à la monarchie française, en fait. Bon, il y a beaucoup d'interprétations. Hein. Les premiers Valois auraient commencé à prendre le blanc parce que les Anglais avaient le rouge, une croix rouge. Alors, nous, on aurait pris le blanc, c'était le blanc de l'archange Saint-Michel, qui est blanc, que les archanges sont blancs. Mais aussi les Huguenots, les protestants, dans les guerres de religion, prennent le blanc pour indiquer la pureté de leur foi évangélique. Henri IV en hérite, le prend, son panache blanc, et ensuite les Bourbons prennent le blanc. Si bien que les catholiques monarchistes du XIXe siècle arborent le blanc, le drapeau blanc du comte de Chambord, etc. C'est en partie... Mais quand les Bourbons reviennent en 1815, oui, on les accuse de porter l'ordre noir, parce qu'ils sont soutenus par les jésuites, et ils arborent sans le savoir une couleur, le blanc, qui était chère aux protestants. Voilà, c'est ça qui est étonnant, quoi. L'ordre noir des jésuites, le blanc des protestants, oui. Au deuxième jour des barricades de juillet 1830, quand tombe la Restauration, des jeunes gens hardis plantent un drapeau tricolore, le voilà qui revient sur la tour nord de Notre-Dame, et le nouveau roi Louis-Philippe va recevoir le drapeau tricolore des mains de qui d'ailleurs? En juillet 1830. Lafayette à nouveau, Lafayette à la Concorde, là à l'hôtel de ville, à nouveau Lafayette, c'est un familier des lieux. Et maintenant, il faut qu'on parle du drapeau rouge, parce que c'est pendant la monarchie de Juillet, qui va suivre, les années d'après 1830, qu'il connaît ses premiers déploiements en France. Mais là aussi, l'histoire est complexe. Nous allons vous donner lecture à présent de la chronique de M. Robert Lauland sur l'activité des académies et des sociétés savantes. Les origines du drapeau rouge en France.
Le drapeau rouge, de nos jours, apparaît comme le symbole des idées révolutionnaires, des luttes de classe, du désordre. Il n'en a pas toujours été ainsi. Bien au contraire. Le drapeau rouge, en effet, fut adopté à l'origine par l'Assemblée constituante comme le signe de la proclamation de la loi martiale votée le 21 octobre 1789. Selon cette loi, dans le cas où la tranquillité publique se trouverait en péril, les officiers municipaux seraient tenus de déclarer que la force militaire allait être employée. À cet effet, un drapeau rouge devait être hissé à la principale fenêtre de la maison de ville et un autre drapeau rouge promené dans toutes les rues et à tous les carrefours. Alors bon, le drapeau rouge, c'est le signal de la répression. C'est le signal de la répression à l'origine. Je salue au passage la docte voix de ce membre d'une société savante. Je suis moi-même membre de nombreuses sociétés savantes, mais uniquement dans Lyon. Alors, le drapeau rouge, pourquoi a-t-on pris le drapeau rouge comme signal de l'opposition au pouvoir, comme signal de l'insurrection populaire? En grande partie parce que le drapeau tricolore, qui auparavant manifestait des valeurs républicaines, des valeurs de liberté, avait été pris par le roi Louis-Philippe, le roi des Français. Il a fallu trouver un signe alternatif. On aurait pu prendre déjà le drapeau noir, mais le drapeau noir, l'ordre noir, c'était les jésuites, la soutane. Donc on a pris le rouge. Le rouge taché par le sang de nos martyrs. Vous voyez, c'est... Alors à propos de martyrs, nous voici maintenant en février 1848. La monarchie de Juillet, à son tour, tombe. Il faut faire un choix décisif. Alors voici d'abord dans le rôle de la passionnariat Francesca Solville et dans le rôle du modérateur, oui, dialogue inattendu, Lamartine, membre du gouvernement provisoire issu de la Révolution de 48. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur main bêtoir, emblème éclatant du courage. Toujours il fit pâlir les rois. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'on pris au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Citoyens, la République est proclamée. Vive la République! Il nous faut la preuve que vous êtes bien avec nous. Vous la donnerez en décrétant le drapeau rouge, symbole de la misère et de la rupture avec le passé. Vous touchez à notre conscience de républicains, je proteste. Il nous faut des actes. Voulez-vous, oui ou non, décréter le drapeau rouge? Citoyens, le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec la liberté et nos gloires, tandis que le drapeau rouge n'a jamais fait que le tour du champ de Mars, baigné dans les flots de sang du peuple. Si on enlevait le drapeau tricolore, vous enlèveriez la moitié de la force extérieure de la France. Lamartine parle ainsi, à l'en croire du moins dans ses mémoires et dans cette émission, la Tribune de l'Histoire, comme à l'accoutumée aujourd'hui à l'Hôtel de Ville, février 48. Ah oui, c'est à nouveau à l'Hôtel de Ville, mais on comprend les hésitations sur les symboles, parce que Louis-Philippe, la monarchie de Juillet, avait pris deux symboles essentiels, le drapeau tricolore, qui montrait ses liens avec la Révolution française, le drapeau tricolore et le coq gaulois. Et sur le drapeau et sur le coq, tous les deux ont été maintenus finalement par 48, ont été maintenus. Mais on hésitait et ce drapeau rouge, c'est une alternative éventuelle quand en 70, quand on ne veut plus le drapeau de l'empereur Napoléon III, qui était aussi le drapeau tricolore, eh bien souvent on met le drapeau rouge, pas parce qu'on est révolutionnaire, mais parce qu'il faut un autre symbole pour représenter la République que ce drapeau tricolore qui a représenté la monarchie de Juillet, qui a représenté la Seconde République. Le drapeau tricolore qui, en février 48, aux yeux de Lamartine, représente les victoires du Premier Empire, qui en 1870, puisque vous êtes déjà passé à l'époque de la chute de Napoléon III et de la Commune, va représenter la défaite de Sedan. Alors quand on abat, par exemple, en 71, la colonne Vendôme à Paris, on a mis un drapeau tricolore à son sommet avant de la faire s'effondrer.
Ah, là, je vois que vous avez bien lu mes emblèmes de la République. Et vous voulez que je dise que c'est paru? C'est paru où déjà? CNRS édition. Continuez, voilà. Bernard Richard. Donc, oui, mais ce drapeau rouge de 70-71, bon, il va être classé insurrectionnaire et abolir, etc. à cause de la Commune. Mais avant la Commune, à Marseille, par exemple, vous avez un maire, Alfred j'ai oublié son nom. C'est bien je passe, votre livre. Mais qui écrit à Gambetta en lui disant on va mettre le drapeau rouge parce qu'on ne va pas garder le drapeau tricolore du vaincu de Sedan.